bien contente d'être ici. Le projet qu'on présente, en fait, il y a une première chose à dire sur le projet, c'est que c'est un projet qui est en cours. Donc, on n'est pas rendu à la fin où on a tout amassé, nos matériaux donnés, on a mis ça ensemble, on a fait des analyses, puis on a déjà un visuel avec une réflexion toute articulée, approfondie, synthétisée. On a beaucoup de données à vous montrer, puis des pistes d'analyse à nommer. Mais donc, le projet est en cours. C'est un projet qui, dans le fond, constitue l'activité la plus structurante d'un atelier de recherche qu'on appelle l'ACU, l'atelier de chronotopie urbaine, qui porte sur les scènes et les cultures populaires de Montréal. C'est financé par le Fonds canadien à l'innovation. C'est un centre de recherche, c'est un atelier de recherche, en fait, qui vise à documenter, comprendre, puis à mettre en valeur les cultures populaires à Montréal, mais les scènes culturelles aussi, et voir comment elles s'inscrivent, les scènes et cultures populaires, dans le tissu puis la vie publique de Montréal. Cet atelier-là, comme le projet d'ailleurs, qui est un CRSH Savoir, sont dirigés par mon collègue Martin Lucier et moi-même. Nous sommes tous deux, on est deux, et professeurs au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Et maintenant, c'est officiel, 2 membres du CREAM, hein, c'est ça que tu as accepté. Je suis très contente. Donc, ce projet-là, il porte sur les cultures off. C'est un projet, l'expression culture off porte plus certains événements qui se nomment off, mais aussi une intuition par rapport aux dynamiques culturelles des villes, pas juste celles de Montréal, mais aux dynamiques culturelles des villes. Ce qu'on fait avec ce projet-là, c'est qu'on essaie de comprendre, il y a plusieurs éléments là, pour vous faire une table sur le projet. D'abord, on essaie de comprendre ce que la culture off, qui comprend des lieux off, des événements off, des galeries off, des festivals off, on en parlait tout à l'heure. Comprendre comment tout ça s'articule à la vie culturelle, la vie publique des villes. Dans notre projet, on a décidé, ou le CRSH nous a un peu imposé, on pourrait dire comme ça, de commencer notre investigation par des festivals. Ce sont des événements qui se disent off, il y en a qui se disent off. Donc, on a commencé notre investigation par des festivals avec une triple visée, c'est-à-dire documenter la configuration de ces festivals-là et ensuite de pouvoir étirer ça aux cultures off à Montréal, d'identifier les espaces et les temps de cette configuration-là, puis au final, comprendre comment tout ça s'articule à la vie puis à la valeur symbolique de Montréal, autrement dit, son identité, sa réputation, etc. On s'est donc intéressé, plus qu'au festival, en fait, je pense que c'est ça qu'il faut comprendre du projet, c'est qu'on s'intéresse à une frange culturelle. Et c'est là l'intuition, on pourrait dire, conceptuelle de notre tandem, c'est-à-dire une frange culturelle qui se loge entre le mainstream ou les industries, la culture industrialisée, marchande, puis l'underground. Dans la façon dont on comprend la culture, on a souvent dit, bon, ben, il y a la culture commerciale, puis il y a la culture underground, qui s'opposent tout le temps dans un mode de domination-résistance. Puis on n'a pas beaucoup investigué, théorisé ce qui se passe entre les deux. Tu sais, cette ligne de tension-là, nous, dans le projet, on veut l'ouvrir pour en faire une frange culturelle, en fait, un espace où il y a plusieurs processus qui se croisent. Donc, des processus, on pourrait dire, d'affirmation, de résistance, d'hybridation, de réappropriation, de complémentarité, d'innovation. C'est un espace culturel en soi. Et donc, notre intuition ou la proposition, c'est de dire que le off, ce qu'on appelle le off, cette frange culturelle-là, elle est constituante de la culture des villes. Il se passe quelque chose là, et puis il faut aller regarder, en fait, c'est quoi, puis le documenter. C'est par les réseaux qu'elle tisse, les temporalités et spécialités qui lui sont propres, cette frange-là, on pense, nous informe donc sur les dynamiques culturelles de Montréal, voire ils sont des éléments centraux. Donc, qu'est-ce qu'on nomme d'abord par culture off? On peut penser à des lieux relativement informels, des réseaux alternatifs, des événements éphémères, des acteurs, des actrices moins visibles de la culture locale, d'un côté, mais aussi, il y a une partie de la culture off qui est déjà institutionnalisée. Quand on pense au festival dont on a parlé tout à l'heure, le Off Jazz, par exemple, c'est quand même une institution montréalaise. Donc, le frange, on n'est pas dans l'underground, voire même, il y a un bout de cette frange-là qui est institutionnalisé, mais qui s'organise quand même en marge ou en complément des programmations des industries ou des grands événements.
D'ailleurs, quand on a commencé ce projet-là, on avait, c'est juste un petit rappel, il y avait un événement qui avait été organisé par le CRIEM, c'est-à-dire une rencontre entre des chercheurs et des BDistes dans le cadre du Festival de la BD de Montréal. Et donc, nous, on avait formé un trio avec Michel Hellman, qui a été chercheur invité l'année dernière. Encore cette année? Il est encore cette année. Okay. Il a été renouvelé. Yay! Et donc là, en fait, on avait trois planches qui posaient ou qui mettaient en dessin, qui exprimaient les questions qu'on se pose. On le voit pas complètement, mais en fait, ce qui dessinait sur la première planche, c'est cette frange-là là, entre ce qui serait ce qu'on voit, les grandes industries, puis le underground. Nous, on cherche ce qui se passe entre les deux, puis les points de tension et d'articulation. Donc, je faisais un rappel de ça. Si on peut mettre en contexte les cultures off, de la façon dont on les appréhende dans le projet, c'est-à-dire en partant par les festivals, ça implique qu'on fasse une mise en contexte, surtout sur la culture de festival à Montréal, ce que je m'apprête à faire. On a une petite ligne de temps en 2 diapos ici. Et pour dire que les événements culturels, le festival est le mot que finalement beaucoup d'événements ont pris et prennent de plus en plus, surtout à Montréal. Mais les événements culturels de grande ampleur, en fait, qui nous offrent c'est ça l'intérêt, c'est des occasions spatio-temporelles de rassemblement public, même si la plupart de ces événements-là se veulent marchands, existaient déjà, en fait, ces événements-là existaient déjà en 1895. Si on peut considérer le Carnaval de Montréal comme un grand événement aujourd'hui, on aurait appelé un festival, certainement. Sinon, à part le Carnaval de Montréal, les premiers festivals de Montréal sont apparus en 1939. Donc, de 1939 à 1965, on commence à voir des festivals apparaître. À partir des années 60, la culture de festivals, ou en tout cas des événements culturels, certainement que ça consolide à Montréal, parce que la Place des Arts émerge, se bâtit, en fait. On reçoit l'Expo 67, qui c'est pas un festival, mais c'est un énorme événement culturel qui rassemble, et plus que les Montréalais et quelques touristes. On a, à partir des années 70, le festival devient un peu plus structurant. On a d'ailleurs en 71 l'apparition du Festival du Nouveau Cinéma, puis d'autres festivals de cinéma. Puis à partir des années 80, bien là, les grands festivals qui existent encore aujourd'hui apparaissent. En 1980, le festival de jazz, Juste pour rire, je ne sais pas trop ce qui va arriver avec ça, c'est moins drôle les dernières années, mais arrive en 1983, le FTA en 85. Donc l'année 80, c'est vraiment l'arrivée, la période d'arrivée des grands festivals. Puis à partir de la fin des années 90, bien là, on pourrait dire, on peut le synthétiser comme ça, il y a deux phénomènes concomitants. C'est-à-dire qu'il y a la mise en place du partenariat du quartier des spectacles qui va mener au quartier des spectacles, la place des festivals, etc. Puis il y a en même temps la prolifération de plusieurs plus petits, moyens festivals, dont les festivals off. Le premier festival off arrive en 1999, c'est le off jazz. Le off TA et le ZooFest, qui est en fait la version francophone du off Just for Laugh. C'est le ZooFest, mais c'est officiellement un off. Donc, le OFTA et le ZooFest arrivent, eux, en 2007-2009. Donc, il y a une période où il y a ces deux phénomènes-là concomitants de prolifération des festivals, mais de structuration aussi d'une industrie des festivals à Montréal. Puis en 2009, bien, c'est l'inauguration de la place des festivals et la poursuite du déploiement de cette mise en festival de la culture et de la vie publique, on pourrait dire, à Montréal, avec un calendrier annuel bien rempli. Donc, notre projet, le projet qu'on a mené avec, ici, j'aurais dû le dire d'emblée, l'équipe qui est présente, donc il y a Martin et moi, mais il y a aussi il va y avoir 4 personnes qui nous accompagnent, il y en a 3 en fait, 2, Léa Desbiens et Catherine Lauzon qui sont à la maîtrise en communication. Merci d'être là. J'aurais dû commencer par ça. Lucie Loriou et Hélène Legault, qui devaient venir, mais qui a eu un petit contretemps, qui sont doctorants en communication, qui nous accompagnent aussi dans le projet. Donc, à nous 6 et quelques autres personnes qui sont entrées et sorties du projet au fil des 3 dernières années, on a commencé par s'attaquer, si je peux dire, à les 3 grands off festivals, Off Jazz, Off TA, ZooFest, qui est le Off GFL. Pour
avec l'intention, à partir de là, de construire une ramification, une espèce de filet, une cartographie, à quoi ça c'est lié, quels autres événements viennent à partir de là, et qu'est-ce que ça nous donne comme regard sur la vie culturelle de Montréal encore. Juste pour vous montrer, dans le projet, on a beaucoup travaillé avec l'idée puis les logiciels de cartographie. On a, entre autres, commencé à cartographier le domaine de l'humour, parce que dans le domaine de l'humour, il n'y a pas juste le festival Juste pour rire puis le ZooFest. Il y a aussi, il y a le ZooFest, son pendant anglais, le Off Just for Laugh, mais il y a aussi quelque chose qu'on a nommé un phénomène gigon, c'est-à-dire qu'il y a le off du grand festival, mais il y a aussi il y a le off du off, puis il y a le off du off du off, c'est-à-dire qu'on a le ZooFest, le Minifest, le Dr Mobilo Aquafest, d'autres petits festivals d'humour qui apparaissent. Donc, il y a une prolifération du petit. Donc, on a commencé à cartographier les liens entre les différents festivals, mais aussi ceux qui les organisent, parce que un festival, c'est pas juste un événement avec une programmation, c'est des salles, donc des lieux qui sont plus que d'autres dans les réseaux du off, des maisons de production, et Dieu sait qu'il y a une prolifération de maisons de production, puis un phénomène de convergence, rachat, etc., de petites et grandes maisons de production qui ont des pieds et des mains dans différents lieux de Montréal, quartiers des spectacles ou autres. Donc, nos cartographies qui étaient au départ pour mettre en lien des salles et des festivals, finalement, sont en train de tisser des liens entre des scènes culturelles qui sont liées à ce qui serait peut-être plus underground, qui sont liées aux grandes industries de la culture, mais qui seraient en quelque part les ramifications de la frange qui nous intéresse. Donc, c'est surtout pour mettre en image le travail qu'on fait, on pourra y revenir. Nos cartographies, en fait, ce qui donne, c'est un filet d'alliance ou l'arrière-scène de la culture des festivals à Montréal. Là, on n'a pas le temps de nommer les entités une à une. OK, notre méthodologie, en bref, qu'est-ce qu'on a fait à part les cartographies? Différents types de cartographies, je vais vous en montrer d'autres. On va vous en montrer d'autres tout à l'heure. On a créé une bibliothèque Zotero qui intègre toute notre revue de littérature puis la veille médiatique qui est active depuis 2021, mais aussi toute la recherche de couverture médiatique de ces événements-là depuis leur début. On a documenté les 3 festivals dont j'ai parlé tout à l'heure, donc leur programmation, on a épluché les programmations, tout ce qui est leurs documents de communication, documents internes, documents externes, etc. On a fait une série d'entretiens individuels avec les organisateurs RIS, fondateurs RIS des festivals, propriétaires ou gérants de salles. On a fait combien d'entretiens en tout? On doit être autour de 28 entretiens en tout, qu'on a transcrits, qu'on a entrés sur NVivo, qu'on est en train de coder, d'analyser, tout ça. Et on a aussi cartographié, donc à partir des programmations sur GoGoCarto, je vous le montre tout à l'heure, tous les lieux que les programmations de ces 3 festivals-là, depuis leur début, ont mobilisé. Donc ça, c'est notre méthodologie en bref. Si on entre dans les données maintenant et les pistes d'analyse, ce qu'on vous montre ici, c'est à partir des 28 entretiens, donc les mots qui ont été utilisés par les personnes à qui on a parlé pour nous dire ce qu'ils comprennent du off. Il y avait souvent l'expression pied de nez qui revenait dans les entretiens, qui n'est pas là. Mais donc, les mots qui sont là, si on les entend, je vous les lis, et si on les entend comme une manière de décrire la frange qui nous intéresse, on a l'impression que ça commence à exprimer, à former quelque chose. Donc, une marge artistique qui se veut plus petite, qui vient de la relève, qui prend des risques, qui se place souvent comme le petit frère. C'est nouveau, c'est incontournable, c'est le lieu de découverte et d'expérimentation, de création, mais en même temps qui se trouve un petit peu en rejet. On y trouve là quelque chose de l'ordre d'une nouveauté, que des fois on explique par le caractère bilingue de certains événements, un aspect libéré de ces programmations-là, des événements qui se veulent comme un tremplin pour les scènes alternatives. Donc on peut lire, autrement dit, le nuage de mots comme étant un petit peu une conception, une explication du off. Puis on voit là s'exprimer 2 choses, entre autres, c'est une volonté d'expression artistique culturelle qui est peut-être pas
mise en valeur, pas possible, en tout cas dans les grands événements, qui n'existent pas non plus dans les scènes plus underground. Puis il y a aussi une volonté d'affirmation de certaines scènes. On veut se montrer, on veut plan de parole, on veut avoir une programmation, on veut être là dans la culture des festivals de Montréal, mais dans la vie publique aussi, plus largement. Donc, ça, ce sont les mots du off. Ensuite, ben là, on vous présente, je passe la parole à Martin dans quelques secondes. On vous présente des pistes d'analyse à partir de la question générale de la recherche, c'est-à-dire qu'est-ce que les off apportent à la culture de festival de Montréal, en passant par les spatialités des off, les espaces qu'ils occupent, les types de lieux, la gouvernance et la programmation. Là, on a utilisé le logiciel gratuit et libre GoGoCarto. Je vais vous montrer un peu comment on travaille avec ça, mais il n'y avait pas de possibilité de faire des captures d'écran. C'est-à-dire que quand on déploie tout le détail, on n'a pas la carte de Montréal. Puis quand on replie le détail, on a, tu vois, on a par exemple le chiffre 13, 55, 27, c'est-à-dire qu'on a replié parce que c'est trop concentré, plusieurs salles ensemble. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment la carte travaille, puis peut-être qu'on pourra vous donner le lien. Donc, on a un code couleur. OK? Donc, le Off Jazz, c'est bleu. Le ZooFest, c'est rouge. Le Off-TA, c'est vert. On a les années. Donc, on peut regarder ici les résultats par année et par festival, par exemple. Si on agrandit la carte, on peut voir que chaque endroit, quand on amène le curseur dessus, on peut voir de quel endroit il s'agit, mais aussi plus généralement, on a une légende cartographique, c'est-à-dire qu'on a des lieux de spectacle, des salles de spectacle, des bars et autres endroits qu'on peut voir sur la carte. Si, je vais reculer un peu juste pour vous montrer. Si on prend le festival de jazz, par exemple, sur la carte de Montréal, à partir de 2009, comment tranquillement, il prend de la place et il prend de l'ampleur. Sur l'île de Montréal. Okay, peut-être qu'on pourra vous donner le lien là, pour que vous puissiez jouer avec les résultats. Si on prend, par exemple, ZooFest, toutes les années, on voit par rapport au déploiement que j'ai montré brièvement pour le Off Jazz, qui se concentre vraiment autour, mais très, très près du quartier des festivals. Je vous montre quelques trucs, puis après ça, je vais vous nommer des pistes d'analyse, évidemment. Là. Si on regarde le Off-TA, par exemple, pour toutes les années, on voit que le déploiement ne se fait pas du tout à l'ouest du Mont-Royal ou du centre-ville, mais beaucoup plus au nord de la ville, puis ça s'étire plus dans Hochelaga. Donc, ce qu'on fait avec le projet, c'est qu'on regarde comment rayonnent les festivals en général, d'année en année, puis de manière comparative, là. Ce qu'on voit, c'est que le ZooFest a vraiment misé les dernières années, du moins, sur une ambiance de hub au cœur du quartier des spectacles. Le Off-TA s'étire plus au nord, ces quartiers généraux sont là maintenant, et aussi vers l'est, dans Hochelaga. Le Off-TA, si on regarde la légende, en fait, des lieux occupés, occupe des lieux plus différents, c'est-à-dire qu'on a eu des spectacles qui ont eu lieu dans des espaces extérieurs, des cabines téléphoniques, des appartements, etc., alors que le Off Jazz reste dans des lieux publics, commerciaux plus. Beaucoup des bars qui sont déjà des bars associés au Saint Jazz. Donc, en considérant la place des festivals sur la carte comme épicentre du quartier des spectacles, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de l'adresse de la place des festivals, puis on a fait toutes sortes d'analyses là, par rapport à jusqu'où se rendent les autres festivals. Ce dont on se rend compte, c'est que Love Jazz est le seul festival à avoir aucun lieu de diffusion dans le quartier des spectacles, à l'exception d'un lieu en 2014, c'est le Monument National qui est un lieu fort, en fait, pour tous les événements off, puis un en 2015, qui est le Club Soda. On remarque qu'en moyenne, le 3/4 des lieux de l'Off-TA sont en dehors du quartier des spectacles et que près de la moitié, là, on est comme à 42% en moyenne, des lieux du ZooFest sont dans le quartier des spectacles. Donc, il y a un rayonnement, puis un emplacement, puis des ambiances, des dynamiques, des offres qui sont vraiment différents et que la cartographie nous permet de voir. Donc, on joue avec ça en ce moment.
Puis vous avez ici ce que la légende inclut. Donc, ça nous donne une idée de tous les types de lieux qui sont mobilisés par les offres. Donc, il y a des lieux de culte, des bibliothèques, des bars, des cafés, des commerces, des salles de spectacle, des espaces de coworking, des universités-écoles, des restaurants, des lieux secrets, des nightclubs, des espaces communautaires, des espaces culturels, des hôtels, motels, des espaces privés, des lieux mobiles et des espaces publics. Donc, le type de lieu pour ces événements-là déjà indique quelque chose qui est un peu off par rapport à des grands événements ou les événements des grandes industries qui se situent plus dans des grandes salles, des salles convenues, des espaces plus commerciaux et connus. Je te passe le POC, Martin. Ben oui, ben merci. En fait, je vais juste poursuivre sur cette idée-là parce que c'est justement quelque chose qui est mis en valeur par les festivals off, par les événements off qu'on a documentés. Cette idée d'utiliser, de mobiliser des espaces de différentes manières qui sont inusitées ou qui seraient différents ou qui proposeraient une expérience un peu en parallèle des expériences des autres festivals, des festivals mainstream. Puis tout ça, en fait, c'est pas nouveau, en fait. Les off le font, le mettent en valeur, mais c'est une tendance qui se mesure aussi à l'extérieur des festivals off qu'on a documentés. C'est une tendance mondiale, en fait, d'essayer de valoriser ce type d'espace-là. C'est une tendance mondiale, en fait. De plus en plus, on voit, il y a un ensemble donc, de recherches qui ont été menées sur l'utilisation de lieux différents, comme des châteaux, des champs, toutes sortes donc d'espaces un peu différents pour des événements que ce soit des congrès, des rencontres, des festivals. Et tout ça, en fait, est lié beaucoup avec la diminution des financements publics, avec les besoins technologiques aussi qui commencent et les rénovations qui doivent être faites dans certains de ces endroits-là et qui donc rendent nécessaire pour ces endroits-là de mobiliser finalement différents festivals, différents événements afin de pouvoir aller chercher des revenus un peu autres finalement. Mais c'est aussi quelque chose qui est mis en valeur par les autorités, par les festivals également, pour montrer, par exemple, leur attractivité, pour montrer leur différence par rapport à une scène festivalière comprise comme étant quelque chose qui serait plus conventionnel, on pourrait dire. Ça a été documenté aussi dans d'autres contextes. Ce n'est pas uniquement avec les festivals off qu'on le voit, on le voit aussi avec la musique classique, par exemple, qui commence de plus en plus à mettre ça en valeur, par exemple. C'est aussi quelque chose qui est valorisé par les événements eux-mêmes. Et là, dans les off, oui, mais aussi à l'extérieur des off, par exemple, où on va vouloir aller chercher des publics différents à travers ces espaces-là. Donc, ce qui est intéressant à travers tout ça, c'est de voir que certains de ces espaces autres sont articulés ou liés à des publics ou à des audiences spécifiques, ou du moins sont pensés de telle manière. Et donc, c'est perçu comme étant une manière donc, de démocratiser, par exemple, certaines formes culturelles. Dans le cadre des off qu'on a analysés, c'est beaucoup mis en valeur, en fait, cette idée donc, de salle, de spectacle ou d'endroit qui serait inusité. On va le voir beaucoup dans la couverture médiatique, entre autres, de ces festivals-là, qui vont mettre de l'avant ces salles ou ces occasions un peu différentes, que ce soit un terrain de football ou, comme tu disais, Anouk, une cabine téléphonique, une roulotte ou un taxi, par exemple, qui sont mobilisés dans ces festivals-là. Et donc, c'est beaucoup utilisé comme étant des marqueurs pour marquer une différence avec d'autres choses perçues comme étant, donc, généralement, soit le grand frère de ces festivals-là ou une scène culturelle plus conventionnelle face à laquelle la culture off voudrait se positionner, par exemple. Tout ça aussi, ça ressort beaucoup dans les entretiens qu'on a fait. Ici, vous avez une petite citation qui provient d'un des entretiens qu'on a fait où on montre justement que ces espaces off-là sont importants pour les festivals, sont importants parce qu'ils sont justement des marqueurs un peu identitaires de ces festivals-là, puis qui marquent justement cette singularité-là. Ils sont beaucoup associés aussi à la volonté de créer des ambiances dans ces festivals-là, ce qui, encore une fois, n'est pas non plus étranger à des tendances plus larges dans le milieu de l'événementiel, où l'expérience, la création d'expériences est ce qui est mis de l'avant. Donc,
vous avez tous et toutes déjà vu des vidéos promotionnelles de festivals où ce qu'on voit, c'est les toilettes et des gens qui dansent et éventuellement le barbecue qui fait cuire des choses. Donc, où on ne voit pas, ou très peu finalement, les artistes sur scène en tant que tels dans ce type de promotion-là. Donc, c'est pas extérieur à ça. Et les cultures off aussi mobilisent beaucoup cette idée-là. Donc, ce que Anouk soulignait tout à l'heure en disant que c'est pas complètement marginal, c'est pas complètement underground, justement parce qu'on voit ce type de processus-là aussi mis en valeur dans des contextes plus industrialisés, on pourrait dire, plus commerciaux ou plus majoritaires. Un autre élément qu'on a regardé dans le cadre de ce projet-là, c'est les formes de la gouvernance, donc la structure même des organisations de ces festivals-là. Ces structures-là qui sont, vous le devinez, là, c'est des festivals, des événements, des organisations qui commencent dans l'informel, très informellement, et puis souvent c'est raconté de cette manière-là, hein, comme étant un espèce de processus de formalisation qui commence avec généralement des artistes qui sont ensemble, des amis, etc. Donc, qui commence de manière vraiment informelle, puis qui va faire partie donc du récit de ces différents événements-là, mais qui vont se structurer. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment de manière très importante avec les 3 festivals qu'on a documentés. Cette structuration-là qui va aller évidemment avec une forme de professionnalisation dans l'organisation du festival. Ça vient aussi évidemment avec une croissance de ces festivals-là, une croissance en termes de public, de nombre de représentations, de budget également qui sont mobilisés. Et cette structuration-là ou cette professionnalisation-là, elle va se mesurer aussi avec l'arrivée du financement public notamment et de la gestion des budgets qui nécessite donc une forme de structuration particulière. Donc on le voit beaucoup à travers les différents festivals qu'on a documentés. Ce qui vient avec cette structuration-là, c'est aussi, puis c'est une multiplication des fonctions qui commence à apparaître à l'intérieur donc des organigrammes de ces différents festivals-là. Cette multiplication des fonctions-là, ce qu'elle suggère entre autres que de plus en plus de compétences sont nécessaires à l'intérieur de ces festivals-là ou à l'intérieur de ces événements-là. Elle suggère également, cette multiplication de fonctions-là, que le travail à faire est de plus en plus important, mais aussi ce qu'elle suggère, puis ce qu'on voit beaucoup apparaître, puis on va y revenir tout à l'heure probablement, c'est que ces événements-là, ces festivals-là servent évidemment de rampe de lancement pour plusieurs nouveaux artistes. On l'a dit tout à l'heure, c'est l'une des manières par lesquelles les off s'incarnent, mais ça sert aussi de rampe de lancement pour des travailleurs aussi, pour des gens qui travaillent, des personnes qui travaillent dans les milieux. Donc, il y a par exemple certains témoignages qu'on a eus qui soulignent le fait que, sur les conseils d'administration de ces différents festivals-là, on voit des personnes nouvellement diplômées, par exemple, qui vont aller là, vont être encouragées par leurs employeurs à participer à ces conseils d'administration-là. Donc, quand on pense généralement au festival off, on pense aux artistes puis à ce qui se produit sur scène, mais il y a aussi ce qui se passe à l'extérieur de la scène qui est intéressant pour nous éventuellement à documenter. Donc, on a cette chose-là qui se passe, donc cette espèce de structuration puis de spécialisation qui se déploie à l'intérieur des différents festivals off qu'on a documentés. L'autre élément également sur lequel on s'est attardé, c'est les processus de programmation. Généralement, donc, les processus de programmation sont dépendants du financement, sont dépendants de la disponibilité des artistes. Là, je parle pour les grands festivals, sont dépendants des orientations et des marchés à l'intérieur donc des endroits dans lesquels les festivals sont organisés. Donc, il y a différentes forces qui agissent sur la programmation. Dans les festivals qu'on a documentés, les processus de programmation sont un peu, pas complètement différents, parce que c'est des processus qui sont aussi mobilisés dans les festivals plus généraux, mais quand même,
semble vraiment avoir une place particulière. Donc, on met, par exemple, beaucoup de l'avant l'écoute à l'aveugle dans certains festivals qui vont valoriser le fait de, justement, de ne pas être influencé par le nom de l'artiste, par exemple, ou par le look de l'artiste ou la popularité de cet artiste-là, par exemple. On va aussi beaucoup travailler avec des comités d'artistes ou des appels à projets. On va dire, là, envoyez vos projets. Par exemple, le ZooFest fonctionne beaucoup comme ça. Envoyez vos projets, par exemple, et après ça, il va y avoir une sélection qui va être faite à l'intérieur de ça. Mais aussi, il y a des comités d'artistes, donc des comités de pairs qui vont être mis de l'avant dans plusieurs festivals off. Je pense à Love Jazz, je pense à Love Théâtre, par exemple, qui vont mettre de l'avant donc ces comités d'artistes-là, qui vont sélectionner finalement sur des critères qui ne seront pas nécessairement les mêmes que des festivals, les festivals généraux, les festivals mainstream qu'on pourrait imaginer, du moins au départ. Je vais passer rapidement sur les différentes formes de gouvernance parce que ça vous donne une petite idée justement de cette structuration-là, puis qui ne se fait pas toujours de la même manière d'un festival à l'autre, d'un cas à l'autre. Donc, selon les différents festivals, selon les différents événements, cette structuration-là va prendre une forme différente. Ici, il y a le ZooFest où on voit une espèce de, justement, trois amis ou 3 personnes qui sont là au départ avec une structure relativement horizontale. Ça se structure tranquillement avec les années où on va avoir certains départements, certaines spécialités qui vont se développer avec une structure qui est plus hiérarchique, une chaîne de commandement qui va commencer donc à s'imposer avec les années. Donc, on compare entre la première année et la dernière année. Alors, on peut passer tout de suite à Love Jazz. Love Jazz qui est le même principe, donc qui va avoir donc une bande de musiciens qui se rassemblent dans un bar pour organiser un festival, un peu en réaction à certaines décisions du Festival de jazz, Festival international de jazz, à une structure aujourd'hui qui est beaucoup plus professionnalisée, avec des salariés, avec, par exemple, avec un CA, exactement, merci, avec un CA qui est organisé avec certaines tâches qui sont dédiées au CA aussi, qui sont spécialisées au CA. Donc, il y a une structure de gouvernance, puis c'est réfléchi, cette manière de travailler-là. Donc, par exemple, il trouve important d'avoir un comptable sur le CA, il trouve important d'avoir une personne avec une trajectoire, par exemple, dans les milieux légaux, dans les milieux juridiques. Bref, il y a quand même des choses intéressantes qui se passent là, puis il y a une forme de structuration et de spécialisation des tâches qui est particulière, puis qui reprend finalement un peu avec une chaîne différente, on pourrait dire, de commandement ou hiérarchique, mais quand même qui reprend un peu cette idée de transformer en parcelles, finalement, les tâches qui sont à accomplir. On peut aller tout de suite à l'OFTA. L'OFTA qui est un cas en particulier, en fait, donc où on voit justement, encore une fois, un début de projet ou une émergence un peu informelle, encore une fois, d'un projet, et puis une structuration qui se fait à travers, entre autres, la création de l'organisme LACER, qui va donc venir appuyer finalement l'organisation de l'OFTA, et qui va permettre donc d'accompagner certaines spécialités autour de la programmation, autour des décisions artistiques qui vont être prises, autour des directions, des décisions administratives qui vont devoir être prises. Bref, on voit justement là aussi une autre manière d'organiser cette structuration-là, mais quand même encore une forme de structuration qui se déploie. OK. Anouk l'a souligné tout à l'heure, on a également documenté ce qui s'est passé ou la couverture médiatique donc, de ces 3 festivals-là, d'autres festivals également, mais entre autres de ces 3 festivals-là. Et ce que ça nous a permis de constater, premièrement que si c'est off, c'est quand même présent médiatiquement. Il y a une présence importante. Une des choses qui est intéressante dans cette couverture-là, simplement dans les chiffres, là, soit dit en passant, si on fait juste regarder les chiffres, une des choses qui est intéressante, c'est de pouvoir suivre un peu, finalement, l'importance de la culture à l'intérieur de la couverture médiatique. Donc, on le voit, on pourrait le mesurer avec d'autres choses qu'avec la culture off, fort probablement, mais on le voit aussi avec la culture off.
l'importance ou non que vont prendre la culture. Donc, on voit ça avec le nombre, par exemple, d'articles qui sont publiés annuellement. Je pense autour de 2015-2016, où on voit vraiment un sommet dans les publications en culture. Puis après ça, ça descend assez rapidement. Après ça, sans compter, évidemment, le 2020, où on a la pandémie qui va venir tout arrêter, ou du moins un peu modifier un peu les caractéristiques. Dans cet ensemble d'articles-là, donc on a un ensemble d'articles qui vont porter, oui, sur les festivals eux-mêmes, mais il y a aussi beaucoup de mentions de le spectacle dans le cadre du off, une critique, etc. Donc, il y a beaucoup aussi de ce type de mentions-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on en parle de ces... On souligne que c'est dans le cadre d'un off, par exemple, qu'on va faire ce type d'événement-là. Je conclus avec justement ce que ces articles-là nous permettent de dire sur comment est-ce qu'on va décrire les festivals off dans cette couverture médiatique-là. On va les décrire généralement en utilisant un peu 3 figures, on pourrait dire, de la culture off. Trois manières donc, de décrire ces cultures off-là. Puis ça nous dit un petit peu justement qu'est-ce qui est singulier, qu'est-ce qui serait particulier ou qu'est-ce qui apporterait finalement ces cultures off-là à la culture publique montréalaise. Donc, on a pris évidemment des cas particuliers. Donc, les énoncés d'un cas sont pas fermés. Hein, donc, c'est pas uniquement à ce cas-là que ça s'impose. Mais quand même, les médias vont décrire donc le off-jazz, par exemple, comme étant quelque chose de très engagé. Donc, de différentes manières. Puis engagé au sens très large, au sens d'une intervention dans un contexte particulier, dans le but de vouloir modifier quelque chose, où on va voir justement les off comme étant une manière donc d'intervenir dans un contexte culturel. Le off-jazz, le contexte dans lequel, pas dans tous les articles, mais quand même, un des contextes dans lesquels le off-jazz est dit intervenir, je vais y arriver, c'est dans un contexte de travail, par exemple, afin de donner du travail au milieu jazz local, par exemple. Donc, il y a beaucoup cette idée de culture engagée-là qui est reprise donc par les médias. Comme je disais, il y a des énoncés qui sont de culture engagée qui sont associés à d'autres festivals, donc au ZooFest ou à l'OFTA. Mais donc, il y a certains cas qui sont plus souvent mentionnés, entre autres celui du off-jazz. On va passer tout de suite à la prochaine. La deuxième figure qui apparaît, c'est celle de la relève. L'idée selon laquelle, puis on l'a souligné tout à l'heure, c'est important dans le discours entourant les cultures off, l'idée selon laquelle, finalement, les cultures off seraient une étape, un moment dans un continuum, hein, dans un objectif d'aller ailleurs, une espèce d'objectif téléologique. Hein. On va à quelque part qui va être mieux, dans lequel on va être plus célèbre ou je ne sais trop, avec plus de succès. Bref, peu importe. Hein, mais l'idée, c'est qu'il y a les off seraient, en quelque sorte, une espèce d'étape intérimaire vers quelque chose d'autre. Généralement, puis surtout dans le cas du ZooFest, vers une culture qui serait justement de l'ordre d'une culture populaire plus générale. Évidemment, c'est dans le cas du ZooFest, c'est de cette manière-là que ça se déploie, mais on peut aussi imaginer la manière dont ça se déploie aussi à l'intérieur même de ce qu'on a pu documenter jusqu'à présent. Je pense entre autres au jeune comptable qui doit participer aux cultures off comme une rampe de lancement pour devenir quelqu'un d'important sur la place, dans la place au sein des cultures à Montréal. Justement, le off est vu comme une étape intérimaire, comme un moment, comme une rampe de lancement vers quelque chose d'autre. Et la dernière figure du off, c'est le off comme forme de laboratoire, comme forme de risque, comme événement éphémère également, comme quelque chose qui va se produire une fois puis qui va être particulier, singulier à ce moment-là et qui ne se reproduira pas nécessairement de la même manière après. Donc, ça se mesure beaucoup dans le type de programmation que les festivals off vont mettre de l'avant, entre autres le OFTA, qui va mettre de l'avant justement beaucoup cette idée de risque, de créativité, de
mise mettre deux personnes, deux artistes ensemble sur scène qui n'ont jamais travaillé ensemble, par exemple. Donc, il y a beaucoup cette idée de prise de risque-là qui va être mise de l'avant à l'intérieur de la programmation. Mais aussi, c'est aussi la manière dont on va parler bien souvent des cultures off comme étant quelque chose qui est éphémère, il fallait être là, c'est le moment particulier. Donc, il y a beaucoup quelque chose autour du moment éphémère en tant que tel. Donc, pas nécessairement en termes de processus téléologique, mais en termes de un moment singulier qui vient marquer une culture particulière. En guise de non-conclusion, je devrais dire, De off-conclusion. de off-conclusion, en fait, la première des choses, c'est qu'on est encore, comme vous le voyez, à patauger un peu dans le matériau qu'on a produit, qui est assez consistant, il faut dire. Il y a beaucoup quand même de choses à travers tout ça. Mais parmi les choses qui nous semblent importantes, premièrement, c'était notre prémisse de départ. Vous allez dire, c'est pas vraiment une conclusion quand tu reviens à ton introduction, mais bon, c'est une de nos prémisses de départ. C'est de dire que les off valent la peine qu'on s'y attarde. Que ça peut être construit, que ça peut être conçu comme une forme culturelle en soi, comme une espèce d'espace particulier qui mérite qu'on s'y intéresse, puis qui mérite également qu'on le reconnaisse en tant que tel. Donc ça, il y a une part de ça. L'autre élément également qui me semble, Anouk, tu me diras si tu Je suis d'accord. es d'accord avec la conclusion, mais un autre élément, c'est l'importance des événements en tant que tel. C'est l'importance des festivals en tant que tel. Évidemment, on est parti des festivals pour documenter le off, donc ça nous semble important dès le départ. Mais quand même, une des choses qui est ressortie, c'était le rôle important de ces événements-là, de cette culture de la représentation pour faire vivre, pour faire exister cette espèce d'espace particulier-là. Contrairement à certaines sous-cultures, par exemple, qui vont exister à l'extérieur, qui vont exister dans des bars, qui vont exister dans d'autres espaces. Ici, c'est beaucoup dans la représentation en tant que telle ou dans la performance ou dans l'événement que ça va prendre forme. Puis enfin, le dernier élément de non-conclusion, c'est peut-être le rôle de la relève, de l'émergence et des différentes formes de l'underground, on pourrait dire, qui sont importantes, mais qui n'épuisent pas ce que pourrait représenter le off. Que le off coïncide pas exactement, finalement, avec ce qu'on entendrait généralement comme la relève ou l'émergence, bien que ça y participe, évidemment, mais ça le dépasse en quelque sorte. Et ce n'était pas une conclusion, mais ça va être celle que j'ai pour vous. Merci. Merci.